Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette émission, une production de l'Info académique qui reçoit pour vous le professeur Robert Kissassa. C'est lui qui a écrit également l'ouvrage intitulé Comment produire un document scientifique de qualité, un ouvrage publié aux éditions universitaires européennes. Professeur, soyez les bienvenus. Merci. Okay. Professeur, vous avez rédigé un ouvrage scientifique. Nous voudrions d'abord savoir d'où vient l'idée de produire cette œuvre scientifique qui aborde une question très délicate concernant la production des documents scientifiques de qualité. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Avant que je vous réponde, je m'aimerais d'abord vous féliciter et vous remercier pour l'intérêt que vous accordez à nos recherches. Et surtout, j'ai vu, il y a beaucoup de livres qu'on a affichés, mais ça me fait vraiment un grand plaisir et ça m'honore de vous voir venir me chercher, me voir, pour qu'on puisse un peu parler de ces livres. Vraiment, je vous remercie beaucoup. L'idée est venue d'abord quand j'observe, je suis professeur, dans des salles quand les étudiants défendent les travaux de mémoire, ou lorsque je discute avec certains doctorants pour les travaux qu'il faut, j'ai constaté qu'il y a beaucoup d'imperfections. Des imperfections, il y en a beaucoup. Et dans tout ça, je me suis posé la question si réellement ce sont les étudiants, nos étudiants qui ne sont pas capables de produire des travaux scientifiques de qualité, ou il y a un tout petit problème du côté des enseignants. Et c'est ça qui m'a vraiment poussé d'essayer un peu d'uniformiser certaines choses, écrire un document qu'on peut considérer comme une base solide pour produire un document scientifique, aider les étudiants, aider tout ce qu'ils veulent faire de production scientifique à produire des travaux de qualité. Oui, professeur, c'est pour aider les hommes scientifiques à produire des travaux de qualité. Alors, votre ouvrage est intitulé Comment produire un document scientifique de qualité et ce document est réparti à combien de chapitres d'abord? Le document est réparti, donc nous avons deux parties Oui. dans ce document. Dans la première partie, je parle de la qualité du travail scientifique. La qualité. Parce que pour évaluer, il faut parler de qualité. Je parle de qualité, des caractéristiques d'un travail scientifique, les différentes étapes qu'il faut respecter pour commencer ou pour écrire même, pour rédiger un travail scientifique. C'est ça que je parle dans la première partie. Et j'essaie de parler aussi de la revue de la littérature. Et la deuxième partie, je parle de l'évaluation de ces travail scientifique. Et dans la première partie, je suis en train de montrer les différentes étapes d'un travail scientifique de qualité. Voilà, une recherche de qualité a des caractéristiques. La première chose, la recherche doit être une tâche complexe. C'est-à-dire qu'il y a des caractéristiques d'une tâche complexe. Oui. Il faut que la recherche que vous faites soit circonscrit dans un contexte bien déterminé. Je vais vous donner un exemple. Oui. Vous avez deux chercheurs avec deux bourses qui doivent se rendre aux États-Unis. Oui. Deux chercheurs congolais. Oui. L'un, il travaille sur l'angle qu'il faut utiliser pour lancer des fusées à la Lune. Et après ses études, il doit retourner pour travailler au Congo. L'autre, il travaille dans l'amélioration de la qualité de maïs. Comment produire des maïs qui vont résister à la chaleur. Bien qu'il y ait sécheresse, il faut qu'on produise beaucoup de maïs. Et le deuxième doit aussi retourner au Congo. Vous voyez, lorsqu'on regarde les deux types de recherches, on voit que celui qui travaille sur le maïs a fait un travail qui s'inscrit dans les contextes du Congo, de la crise du Congo. Parce que ce n'est pas aujourd'hui qu'on va commencer à lancer des fusées.
C'est-à-dire qu'on doit choisir des sujets qui s'inscrivent dans les contextes de notre pays. C'est ça d'abord la caractéristique d'un travail de qualité. C'est-à-dire que la problématique doit être clairement posée, pas faire un travail pour le travail, un travail pour avoir les titres, mais un travail qui doit résoudre le problème réel, un vrai problème qui se pose dans la société. C'est ça, un travail de qualité. Un travail de qualité, ça c'est la première caractéristique. Deuxième caractéristique, on doit sentir la contribution. Quand on fait un travail, vous avez un sujet, il faut qu'on sente la contribution par rapport aux travaux antérieurs ou aux travaux similaires. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que dans des défenses, il nous est arrivé de poser des questions aux étudiants. Vous voyez les titres, on dit contribution à l'étude de ceci. Mais quand on pose la question, qu'est-ce que vous avez ajouté par rapport aux études antérieures ou similaires? Et on voit que le récipiendaire a du mal à répondre à la question. Troisième caractéristique d'un travail de qualité, c'est un travail qui doit relever un défi. Donc, lorsqu'on fait un travail, il faut qu'on sente que le travail relève un défi. Et pour que ça relève un défi, il faut des réponses élaborées, et inédites. Et là, c'est à partir de la question de recherche. Parce que dans un travail scientifique, il faut qu'il y ait la question de recherche qui donne lieu aux hypothèses. Donc, les hypothèses, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle des questions, des réponses élaborées et inédites. Mais il y a beaucoup de travaux qu'on voit de mémoire. Quand vous posez la question à un doctorant qui veut devenir docteur en thèse, mais vous voulez devenir docteur, mais quelles sont les hypothèses de votre travail? Quelqu'un vous regarde, vous sentez que vraiment c'est tout un problème. Mais comment vous voulez devenir docteur sans hypothèse? Donc pour devenir docteur en thèse, il faut avoir les hypothèses et la question de recherche clairement déposée. Donc voilà, ça c'est le détail, c'est dans les livres. Ce sont là quelques caractéristiques d'un travail scientifique de qualité. Alors, comment commencer, quelles sont les stratégies pour commencer un travail scientifique? Voilà, pour commencer un travail scientifique, la première stratégie, c'est observer. Il faut qu'il se pose il faut qu'il y ait un problème. C'est-à-dire qu'il faut, un chercheur, n'importe quel travail que vous voulez faire, il y a deux voies. Soit vous partez des observations sur le terrain, un problème qui se pose. Tel que vous avez fait pour rédiger. Comme j'ai fait pour rédiger ceci, par exemple, avec ce que je puis observer, les difficultés que nos étudiants ont dans les présentations de travaux de mémoire. Les étudiants n'arrivent pas à répondre à des questions. On pose la question, quel est le problème de recherche? Quelle est ta contribution? Quelle est la question de recherche? Quels sont tes objectifs? Les objectifs spécifiques? Donc, c'est sur base de ça, j'ai constaté qu'il y a des difficultés, même dans la méthodologie, dans la façon d'écrire, même dans la façon d'aborder le sujet. Et ça m'a poussé à écrire ces livres-là. Alors, maintenant, vous allez voir que dans ces livres, il y a un exemple très intéressant que nous avons donné. Un modèle. Comme je disais que la particularité de ces livres, c'est l'étude. Aussi, on fait l'étude des cas. Oui. Il y a beaucoup d'écritures scientifiques. Oui. Mais ici, l'avantage, c'est que nous démontrons chaque étape par les exemples. Oui. Il y a plus de 42 exemples là-dedans. Alors, revenez un peu au premier chapitre. Vous l'avez intitulé « Différentes étapes d'un travail scientifique ». Alors, selon vous, quelles sont les différentes étapes d'un travail scientifique? La première étape, il y a d'abord la problématique. Oui. Ou problème de recherche. C'est-à-dire que lorsque vous voulez faire un travail... Est-ce que ça pose problème lorsqu'on écrit la problématique ou bien les problèmes de la recherche? Non, non, on peut écrire la problématique, on peut écrire problématique ou on peut écrire aussi problème. Mais non, de toute façon, c'est dans la problématique où vous parlez de l'impact de votre recherche sur la société, l'impact réel de votre recherche. C'est là-dedans. Donc on parle de l'impact réel donc de la recherche, n'est-ce pas, sur la société. Donc on peut parler de problème de recherche, mais lorsqu'on est dans la problématique, là-dedans, il y a, cela sous-attend
problème de recherche. Oui, et la deuxième étape? Deuxième étape, c'est la contribution. Oui. La contribution de recherche, c'est-à-dire qu'il y a les gens qui ont travaillé, eux qui ont fait des styles similaires. C'est là où on montre un peu l'originalité de ce que vous faites. C'est-à-dire que les gens ont abordé le même sujet. Oui. Pour que cela ne soit pas du plagiat, il faut qu'on sente que vous abordez quelque chose de plus par rapport aux études antérieures. C'est ça qu'on appelle la contribution. Donc, vous devez démontrer que il y a eu les gens qui ont fait ce travail, mais moi, je ne refais pas le même travail. Je vais aborder cet aspect que les autres n'ont pas pu faire. Donc, ça s'appelle la contribution de l'auteur. Oui, de l'auteur. Voilà. Alors, on prend maintenant l'hypothèse. Non, l'hypothèse, vous avez déjà parlé. L'objectif général et spécifique. Il se pose un petit problème. La différence, c'est comment? L'objectif général, c'est le souci. Qu'est-ce que vous voulez faire par rapport au sujet, par rapport à la problématique? Qu'est-ce que vous voulez faire? Ça montre les soucis de l'auteur. Les soucis de chercheur, c'est qu'il compte réellement faire pour résoudre les problèmes qui se posent. Maintenant, les objectifs spécifiques, comment l'auteur va faire pour résoudre les problèmes-là? Et là, c'est pour cela qu'on utilise généralement le verbe d'action. Le verbe comme identifier, comme déterminer. C'est-à-dire que vous expliquez comment vous allez faire pour résoudre les problèmes. Donc, objectif général, votre souci, je vais faire ceci. Maintenant, comment vous allez faire ça, c'est spécifique. Donc, ce n'est pas la suite des objectifs. Non, mais c'est les comment. C'est les comment. Les comment. Bon. L'objectif général, quoi faire, et l'objectif spécifique, comment faire pour atteindre cela. Ok, c'est bon. Alors, on prend les points 2, les premiers chapitres, revue de la littérature sur les sujets. Pourquoi la revue de la littérature, d'abord? La revue de la littérature, ça... Moi, quand je travaille avec mes étudiants, je ne peux pas s'en passer. C'est très important. Parce que, d'abord, la revue de la littérature vous donne une idée générale des études antérieures ou similaires en rapport avec le sujet que vous allez aborder. Pourquoi perdre beaucoup de temps et de moyens pour refaire un problème ou un sujet qui a déjà été fait, ou pour répondre à une question qui a déjà trouvé la réponse. Parce que dans chaque recherche, dans chaque sujet, il y a ce qu'on appelle la question de recherche, qui donne lieu aux hypothèses. Mais si vous n'avez pas fait la revue de la littérature, vous n'avez pas lu les autres, d'abord, vous ne saurez même pas, vous allez faire du plagiat, et vous allez faire un cercle vicieux. Est-ce nécessaire seulement? C'est très important, c'est obligatoire même de faire. Pour chaque recherche scientifique, il faut la revue de la littérature. C'est obligatoire. Et d'ailleurs, avec la revue de la littérature, ça vous permet de mettre de bonnes hypothèses. Parce que quand vous posez la question de recherche, vous avez une question que vous posez. Si vous n'avez pas suffisamment lu les autres, vous ne saurez pas répondre la question. Parce que ce sont ces questions-là que vous allez répondre avec beaucoup de cohérence, avec beaucoup de rationalité. C'est sur base de la revue de la littérature que vous allez développer dans la suite. Avec une méthodologie un peu cohérente aussi. Alors le projet, quelle différence maintenant, quel rapport y a-t-il? En fait, y a-t-il un rapport entre la revue de la littérature et les projets de recherche? Bon, il n'y a pas forcément le rapport, mais il faut qu'il y ait absolument le rapport. Comment? Parce que quand vous faites la revue de la littérature, vous avez un sujet. Et il faut que vous lisiez, parce que dans la revue de la littérature, qu'est-ce qu'on fait? On sélectionne les ouvrages ou la documentation qui peuvent vous aider à faire une belle analyse, une belle discussion du travail que vous allez faire. Parce qu'après, quand vous aurez les résultats, il faut discuter. Il faut discuter les résultats, c'est-à-dire qu'il faut comparer ce que vous avez obtenu comme résultat par rapport aux résultats des autres chercheurs ou les résultats similaires.
Et pour que vous fassiez une belle discussion qui permettra l'avancement de la science ou du sujet, il faut absolument une belle revue de la littérature. C'est pour voir ce que le ton fait. C'est très important. Oui, alors les projets de recherche maintenant? Les projets de recherche, c'est... Pour faire le projet de recherche, il faut toujours tout tourner autour de la revue de littérature. Vous avez un projet de recherche, mais pour commencer les projets proprement dit, il faut lire d'abord. Vous devez lire, pourquoi? Parce qu'avec la littérature, ça vous permettra de vous montrer les bonnes méthodes à utiliser pour obtenir les résultats que vous cherchez. Donc vous avez un projet, mais pour que vous puissiez obtenir un bon résultat, il faut absolument cette revue. La revue de la littérature est incontournable, voir comment les autres ont fait. S'il y avait des imperfections dans leur méthode... C'est pas un problème de l'école, par exemple, parce qu'il y a certaines écoles qui disent non, voilà, là-bas, il ne faut pas utiliser ces concepts, il faut plutôt utiliser un autre. Et la revue de la littérature n'a pas assez d'importance, il faudrait passer directement au travail pour éviter des remplissages inutiles. Non, mais d'abord, je vous dirais que moi, je ne partage pas ces points de vue. Ceux qui disent qu'il y a les écoles n'existaient pas. Nous avons l'écriture scientifique, la façon d'écrire un document scientifique. D'ailleurs, quand nous publions, il n'y a pas question d'école. Moi, je crois que parfois, ces histoires d'école, on connaît les conséquences. Parfois, c'est ça qui démotive un peu les jeunes gens qui viennent à l'université pour avoir leur thèse de doctorat, pour faire de grandes études. Parfois, ils sont découragés. Ils abandonnent leur thèse de doctorat. Ils abandonnent les travaux de fin d'études à cause du choix des écoles. L'école n'existait pas. Nous avons des modèles. Nous avons des modèles. On ne peut pas faire un travail scientifique sans avoir d'abord fait. On commence, la première étape, c'est la revue de la littérature. Quand il y a un problème qui se pose dans la société, vous avez un problème qui se pose, il faut commencer par lire d'abord ce que les autres ont fait en rapport avec le sujet. Parce que si vous n'avez pas lu, il y aura un cercle vicieux et on ne sentira même pas la contribution. Vous allez perdre le temps inutilement à répondre, à chercher à répondre. Peut-être vous allez mal répondre à une question qui a déjà trouvé la réponse. Donc la revue de la littérature, c'est une obligation. Et la façon d'écrire, de faire la revue de la littérature, c'est ce qu'on a bien détaillé dans ces livres-ci. C'est très bien détaillé. C'est bien détaillé. Comment est-ce qu'on fait? Nous avons donné toutes les étapes. Comment est-ce qu'on fait une revue de la littérature? Et c'est comme ça que ça se présente. Alors, nous voyons dans certains travaux de fin de cycle les étudiants, et on commence d'abord par l'intérêt du sujet avant d'aborder la problématique. Est-ce que cela aussi pose un problème? Bon, en fait, il y a... Parce que certains disent non, c'est un problème, mon maître m'a demandé de faire ça, et l'autre on dit non, on ne peut pas commencer par connaître les problèmes, surtout il faut directement aller aux intérêts, c'est pratiquement impossible. Il faudrait d'abord connaître les problèmes. Mais quand vous avez, à principe, quand vous voulez, il y a d'abord un problème qui se pose. Les problèmes, l'intérêt, parce que vous savez, c'est dans la problématique, on peut aussi parler brièvement de l'intérêt du sujet. Par exemple, l'intérêt socio-économique. Il y a beaucoup d'intérêts. L'intérêt écologique, l'intérêt socio-économique et l'intérêt politique. On peut présenter aussi la problématique sous forme de l'intérêt. L'intérêt dont on parle, c'est pas comme quoi vous avez des intérêts. Non, c'est pas ça. Dans le sens de l'importance, de l'impact du sujet sur la société. C'est ça qu'on appelle l'intérêt. L'intérêt socio-économique, une maladie, ça peut être un intérêt. Une maladie, par exemple. Vous voyez, ça sonne un peu mal, mais une maladie, oui, mais ça peut, on peut dire l'intérêt socio-économique. Par exemple, la malaria. Lorsqu'on parle du paludisme, il y a un intérêt socio-économique parce que ça affaiblit les gens ne peuvent pas le travail. Donc, une maladie, ça peut être un intérêt. Mais en même temps aussi un problème. Donc, normalement, moi je propose qu'on écrive problématique. Et dans la problématique, c'est là où vous allez poser les problèmes clairement. Que voilà, si ça dépend du sujet que vous êtes en train de parler. En même temps, vous parlez, vous essayez de parler brièvement. Vous décrivez brièvement
votre sujet. Voilà, il y a encore un petit souci auprès des étudiants. Des fois, ils se retrouvent devant un sujet en fait, qui semble pour eux un peu compliqué. Alors, ils se posent des questions. Comment ils peuvent... Parce qu'il existe plusieurs méthodes. Alors, comment choisir telle ou telle autre méthode dans tel sujet? Quels sont les points de référence pour savoir que dans tel sujet, on peut prendre telle ou telle autre méthode? Oui, moi, je crois qu'à ce qui concerne la méthode à Oui, utiliser, oui. il y a, lorsque vous voulez, c'est quoi je disais que tout revient autour de la revue de la littérature. Oui. Avant de choisir une méthode, il faut voir d'abord les hypothèses que vous voulez vérifier. Les hypothèses, ou l'hypothèse que vous voulez vérifier. Vous avez une hypothèse. À chaque hypothèse correspond un type d'échantillonnage que vous allez faire pour cette hypothèse-là. Et à chaque échantillon correspond un test ou la méthode à utiliser. Donc, la méthode à utiliser dépend de l'hypothèse que vous voulez vérifier. De l'hypothèse, vous voyez, quand vous regardez le livre, vous allez voir que nous avons proposé même des méthodes. Ça dépend. Et quand vous utilisez une méthode, il faut être à mesure de motiver les choix de l'utilisation de cette méthode-là. Mais, quel que soit le choix, il faut qu'il y ait une corrélation entre la méthode que vous utilisez et l'hypothèse que vous voulez vérifier. Donc, le choix de la méthodologie dépend de l'hypothèse que vous voulez vérifier. Il dépend de la façon dont vous avez procédé pour faire votre échantillonnage. C'est ici qu'en rapport avec l'échantillonnage, par exemple, on parle de tests paramétriques, non paramétriques, parce qu'à fonction de la façon dont vous avez fait votre échantillonnage et à fonction de l'hypothèse que vous voulez vérifier. Donc, on ne choisit pas la méthode au hasard. Mais pour que vous soyez bien orienté, il faut d'abord lire les autres. Et c'est quoi? Tout tourne autour de la revue de la littérature. Voir un peu ce que les autres ont fait. C'est parce que c'est à ce moment-là que vous pouvez corriger. Lorsque vous corrigez une méthode que l'autre a faite, qui n'a pas abouti à un bon résultat, c'est ça qui va vous permettre de dire que voilà, l'autre a fait ceci, il a trouvé, mais il n'avait pas tenu compte de ceci. Et moi, j'ai fait ça, j'ai trouvé. Et c'est ce qui pourrait justifier la différence que nous avons trouvée. Ça, c'est la partie discussion. Donc, vous voyez, c'est très beau. Ok, c'est très beau. Ok, merci beaucoup. Alors, quels sont les matériels et méthodes ou méthodologies à utiliser dans une recherche? Entre autres, le milieu d'études, matériel, méthodologie, ainsi de suite. Donc, ça dépend du matériel. Oui. Quand vous êtes en chimie, vous avez des matériels que vous allez utiliser. Quand vous êtes en biologie, quand vous êtes en droit, le matériel ou la méthodologie, ça peut être questionné d'enquête, surtout en droit ou en sciences des communications, souvent on utilise des questionnaires dans l'enquête. Donc ça dépend du domaine où vous trouvez. Mais le plus important, c'est être capable de justifier la méthode que vous avez choisie. Motiver le choix de votre méthode. C'est ça qui est plus important. Voilà, votre ouvrage Comment produire un document scientifique de qualité nous montre encore ici, alors nous propose comment présenter les résultats. Oui. Ça c'est très important. Ah, mais nous avons tout vu. Oui. On ne présente pas les résultats, il y a des principes, il y a des normes pour présenter. Pour ne pas entrer en détail, parce que dans le livre, vous pourriez bien voir ça dedans. Oui. Par exemple, le tableau. Voilà. Vous n'allez pas mettre les titres, et ça ne dépend pas de l'école, mais c'est comme ça que ça se présente. Il n'y a pas d'école là-dedans. Vous ne pouvez pas mettre les titres du tableau en bas. Mais par contre, pour les figures, les titres, c'est en bas. Ça, c'est un exemple. Lorsque vous présentez, par exemple, un tableau avec des moyennes, ça ne dépend pas de l'école. Vous devez mettre les écarts types. Moyenne, vous mettez, par exemple, plus ou moins, ça ce sont des écarts types ou erreurs types, plus ou moins, par exemple, 0,1. Quand il y a des moyennes. Et puis, il faut montrer aussi la taille de l'échantillon. Parce que quand vous mettez plus ou moins, il y a la taille de l'échantillon. Lorsque vous faites les courbes, par exemple,
Dans le cours, il faut qu'on voie aussi les écarts ou les erreurs types. On doit voir ça. Ce sont des principes et c'est comme ça que ça se passe. Ça ne dépend pas de l'école. À moins qu'on se cache derrière un peu de l'ignorance parce que les gens ne veulent pas lire les autres. Pour qu'on parle des écoles, mais il n'y a pas d'école, mais c'est comme ça que le travail scientifique se présente. Alors, nous voulons terminer. Comment pourriez-vous en fait évaluer des travaux, des mémoires et des tâches complexes? Oui, pour évaluer les travaux des mémoires, il faut que les consignes doivent être claires. On ne peut pas évaluer s'il n'y a pas de consignes. C'est-à-dire que lorsque vous voulez évaluer, c'est comme vous voyez, nous avons d'abord, dans la première partie, moi, comme la qualité est abstraite, j'ai montré ce que moi j'appelle qualité. J'ai donné les critères pour qu'un travail soit un travail de qualité. Et c'est sur base des critères clairement définis qu'on peut évaluer. Donc on ne peut pas évaluer si les critères d'évaluation ne sont pas clairs. Si les critères d'évaluation ne sont pas clairs, à ce moment-là, on parle de la subjectivité. Alors, professeur, en conclusion, qu'est-ce qu'on peut retenir de votre ouvrage? Moi, ce que je dirais, mon souci est vraiment que l'État, les gouvernements puissent nous aider. Nous avons produit cet ouvrage à nos frères. Ça nous a coûté trop cher. Si vous allez sur Amazon, ces livres ici sur Amazon, si vous mettez comment produire un document de qualité, ou vous mettez Robert Kisasa Kafouti, ces livres coûtent 40 € sur Amazon. On n'a pas produit ces livres pour qu'ils soient consommés à l'étranger, en Occident. Le livre a été produit pour qu'il soit consommé ici au Congo, chez nous, pour qu'on produise des travaux de qualité, des travaux qui résolvent le problème de la société. Nous voulons que vraiment le gouvernement, l'État puisse nous aider avec un peu de moyens. Nous sommes à la faculté des sciences de l'université de Kinshasa, au département de biologie, qu'on nous aide avec un petit moyen pour qu'on produise beaucoup d'exemplaires ici sur place, les exemplaires qui seront utilisés dans toutes les universités du Congo. Et que ces livres soient considérés comme une base solide pour la réforme de notre système éducatif. Alors, où pourriez-nous les trouver? Alors, pour trouver ces livres-ci, nous avons les coordonnées. C'est au secrétariat de la faculté des sciences, département de biologie. Alors, pour tout contact, 081 084 31 58. 081 084 31 58. Professeur, un mot sur l'info académique qui est coordonnée par votre humble serviteur Jimmy Mouyala. Avez-vous un mot à dire à propos de ces nouveaux magazines? C'est comme je l'ai dit au début, c'est très important. Je suis très content de l'effort académique parce que, quels que soient les efforts, les productions à l'université, si nous n'avons pas l'effort académique, les gens ne vont pas les découvrir. Et partout nous allons passer, on dirait, mais ces professeurs, ces chercheurs ne font absolument rien. Moi, je vous encourage. J'aimerais que vous continuiez à fouiller les informations pour que la société congolaise comprenne qu'effectivement, leurs universités travaillent. Et je vous félicite et je vous encourage à continuer à fouiller les informations. Merci, professeur. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, vous l'avez bien constaté que cette émission qui est une production de l'info académique est complètement finie. Et si vous l'avez aimé, merci. Dites aussi merci à notre équipe rédactionnelle. Derrière la caméra, c'était Marlos Mabwaka. Et pour vous rappeler, nous avons invité pour vous le professeur Robert Kisasa. C'est lui qui a produit également cet ouvrage intitulé « Comment produire un document scientifique de qualité » qui a été publié aux éditions universitaires européennes. Quant à moi, je vous dis au revoir à la prochaine. Merci.